Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer avec la formation Introduction à la cybersécurité, dans laquelle nous allons parler des types de malware, des symptômes et des méthodes d'infiltration. Donc, tout d'abord, nous allons répondre aux questions posées dans la vidéo précédente. On va tout d'abord aller rappeler le CUNS. Donc, la question était associer chaque terme à sa description. Donc, en rappelant, je vais bien évidemment donner les réponses directement. Donc, à ma gauche, vous avez les termes et à ma droite, vous avez les définitions. Donc, en un, on avait les entrées non valides. Donc, entrée non valide qui allait avec la définition C. Donc, données entrant dans un programme avec du contenu malveillant, conçu pour forcer le programme à se comporter de manière indésirable. 2. Débordement de tampons qui allait avec la réponse, la définition F, qui était lorsqu'une application malveillante accède à de la mémoire attribuée à d'autres processus. En 3, on avait le problème de contrôle d'accès qui allait justement avec la définition E. La définition E ici, c'est la mauvaise régulation des rôles et de ce qu'ils peuvent faire avec les ressources. On a 4, les failles dans la mesure de sécurité qui allait avec A, la définition A. Donc, c'est lorsque les développeurs tentent de créer leurs propres applications de sécurité. Et enfin, la situation de concurrence qui allait avec la définition B. Donc, c'est lorsque le résultat d'un événement dépend des résultats commandés ou chronométrés. Donc, ceci était dans les réponses aux questions posées dans la vidéo précédente. Je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui ont pris la peine de répondre et qui ont trouvé, bien évidemment. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos. Donc justement, on le met à la fin des vidéos parce qu'elle est liée au contenu qu'on propose dans la vidéo. Donc ça vous permet de voir si vous avez bien évidemment compris le contenu. Donc avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons donc commencer avec la première partie en parlant des types de malware et des symptômes. Donc dans cette première partie, on aura deux sous-parties. La première, nous allons définir les malwares et dans la deuxième partie, nous allons essayer de lister quelques types de malware connus. Donc tout d'abord, un malware appelé encore malicieux en français ou programme malveillant est un logiciel malveillant capable de compromettre la sécurité d'un ordinateur ou des données qu'il contient. Le terme en anglais malware désigne la contraction de malicious software et dans la langue française, le terme malicieux correspond à la contraction de logiciel malveillant. Donc, cette expression fait référence à tous les codes ou programmes informatiques malveillants susceptibles de nuire au système informatique. Donc, le malware présente un aspect hostile et intrusif. Il vise bien évidemment à envahir, endommager ou désactiver des ordinateurs, des réseaux, des appareils mobiles et d'autres serveurs. Il permet également aux cybercriminels qui les déploient de prendre le contrôle de la machine à distance et d'interférer avec son fonctionnement. Donc parfois, l'objectif ici visé est d'extorquer de l'argent à la victime, de voler des données, de crypter des données ou de supprimer des données.
Ils ont également la possibilité d'altérer ou de désactiver des fonctionnalités clés de l'ordinateur et d'espionner secrètement l'activité d'un ordinateur. Donc voilà en quelque sorte la définition d'un malware et des objectifs, quelques objectifs qu'il vise. Donc nous allons continuer avec la deuxième partie de cette première partie avec quelques types connus de malware. Donc nous allons lister ici quelques types de malware et nous allons essayer de les définir à chaque fois. Donc nous allons commencer par le bot, du mot robot. Donc un bot est un type de malware conçu pour effectuer automatiquement une action, généralement en ligne. Donc la plupart des bots sont généralement inoffensifs, mais une utilisation croissante de bots malveillants constitue des réseaux de son nom. Nous avons le ver. Donc les vers sont des codes malveillants qui se répliquent en exploitant de façon indépendante les vulnérabilités au sein des réseaux. Donc ils ralentissent généralement les réseaux. Comme exemple, vous avez CodeRed qui en 2020 a infecté 658 serveurs et en l'espace de 19 heures avait infecté plus de 300 000 serveurs. Donc vous voyez l'impact qu'un ver peut avoir sur un réseau. Donc nous allons continuer avec le virus. Donc un virus est un code exécutable malveillant attaché à d'autres fichiers exécutables, souvent des programmes légitimes, et la plupart des virus nécessitent une activation de la part de l'utilisateur final et peuvent s'activer à une heure ou à une date spécifique. Les rootkits. Donc les rootkits sont tout simplement des malwares conçus pour modifier le système d'exploitation afin de créer une porte dérobée. Donc le cybercriminel utilise ainsi la porte dérobée pour accéder à distance à l'ordinateur. Nous avons les publiciels. Donc le logiciel de publicité est conçu pour fournir automatiquement des publicités. Donc le publiciel est souvent installé avec certaines versions du logiciel et ils peuvent être souvent associés à des logiciels espions. Donc nous allons continuer avec les scareware. Les scareware, c'est un malware conçu pour persuader l'utilisateur de faire une action spécifique basée sur la peur. Donc le scareware crée des fenêtres contextuelles factices avec les mêmes apparences que les fenêtres de dialogue du système d'exploitation. Et ces fenêtres transmettent de faux messages indiquant que le système est vulnérable ou a besoin de l'exécution d'un programme spécifique pour reprendre un fonctionnement normal. Donc, ne tombez pas dans ce piège et utilisez bien évidemment les fenêtres contextuelles employées par vos systèmes d'exploitation. Donc, nous allons continuer avec les rançongiciels ou ransomware en anglais. Ici, ce malware est conçu pour maintenir un système informatique ou les données qu'il contient en captivité jusqu'à ce qu'un paiement soit effectué. Il fonctionne habituellement en chiffrant les données sur l'ordinateur à l'aide d'une clé inconnue de l'utilisateur. Nous avons les logiciels espions. Comme son nom l'indique, c'est un logiciel conçu pour suivre et espionner l'utilisateur. Il inclut donc souvent le suivi des activités, la collecte de frappes sur le clavier et la capture des données. Et il modifie aussi souvent les paramètres de sécurité afin de contourner les mesures de sécurité mises en place. Nous avons les chevals de Troie. Le cheval de Troie ici est un type de malware qui effectue des opérations malveillantes sous couvert d'une opération souhaitée. Donc ce code malveillant exploite les privilèges de l'utilisateur qui l'exécute. Et notez qu'un cheval de Troie diffère d'un virus car il s'attache à des fichiers non exécutables. Donc nous allons terminer ici avec deux autres types d'attaques qui sont réellement liés au malware, dont l'homme au milieu. Il permet à un cybercriminel de prendre le contrôle d'un appareil à l'insu de son utilisateur. De nombreux malwares et des techniques existantes permettent aux cybercriminels d'avoir les fonctionnalités de l'homme au milieu.
Et vous terminez l'homme sur l'appareil mobile. Donc c'est une variante de l'homme au milieu, bien évidemment. Et l'homme sur l'appareil mobile est un type d'attaque utilisé pour prendre le contrôle d'un terminal mobile. Après l'infection, le terminal mobile peut recevoir l'instruction d'exfiltrer des informations sensibles de l'utilisateur et de les envoyer aux agresseurs. C'est un exemple d'exploit avec des fonctionnalités de l'homme sur l'appareil mobile. Donc, à quoi permet cet exploit-là? Donc, il permet aux pirates de s'emparer discrètement des messages de vérification à 2 étapes envoyés aux utilisateurs. Donc, nous allons terminer cette première partie avec les symptômes liés au malware. Donc, nous n'allons pas lister bien évidemment tous les symptômes liés au malware. Donc, nous avons l'augmentation de l'utilisation du CPU. Nous avons la diminution de la vitesse de l'ordinateur. Vous avez l'ordinateur se fige ou tombe souvent en panne. La diminution de la vitesse de navigation sur Internet, par exemple. Le problème inexplicable avec les connexions réseau. Des fichiers sont modifiés à votre insu. Des fichiers sont supprimés à votre insu. La présence des fichiers de programmes ou d'icônes de bureau inconnus. Donc, vous avez aussi des processus inconnus qui sont exécutés sur votre équipement. Vous avez des programmes qui s'éteignent ou se reconfigurent. Et vous avez l'envoi d'email à l'insu de l'utilisateur ou sans son consentement. Donc, si vous remarquez déjà 3 de ces symptômes, il faut essayer déjà de vous poser des questions et essayer de vérifier si vous n'êtes pas infecté. Donc, avant de continuer, vous avez été nombreux à m'envoyer des emails pour me signaler un problème. Donc, le problème était la rapidité au niveau des vidéos précédentes. Donc, j'aimerais que vous me dites ici si jusqu'ici le rythme est bon, si vous arrivez à comprendre, parce que vous m'avez dit avec les autres vidéos, c'était assez rapide, vous n'arrivez pas bien à cerner, vous devez revenir pour justement comprendre, revenir plusieurs fois sur la vidéo. Donc, j'attends vos réactions en commentaire sur le rythme jusqu'ici. Donc, vous allez essayer de me dire si jusqu'ici le rythme est bon. Parce que là, avec vos messages, j'essaie de travailler sur le rythme afin de trouver vraiment le juste milieu. Et en passant, je vous remercie pour vos remarques, car cela montre que vous êtes vraiment, vous appréciez vraiment le contenu et vous voulez des améliorations. Donc, une fois de plus, merci à vous et à ceux qui m'ont envoyé ces remarques-là. Donc, nous allons continuer en deux avec les méthodes d'infiltration. Donc, dans cette deuxième partie, nous verrons quelques méthodes d'attaque. Donc, à chaque fois, nous allons donner l'attaque, nous allons essayer de la définir et nous allons donner quelques exemples. La première ici est le piratage psychologique appelé encore social engineering. Donc, c'est une attaque d'accès qui tente de manipuler les individus dans l'exécution d'actions ou dans la divulgation d'informations confidentielles. Pour celui qui ne connaît pas ce que c'est qu'une information confidentielle et qui veut en savoir plus, je t'invite justement à aller dans les vidéos précédentes. Donc, les 3 premières vidéos de cette formation expliquent ce que c'est qu'une information confidentielle et parle justement des données. Donc, nous allons continuer avec notre explication. Ce type de pirate compte généralement sur la volonté des personnes pour que cela soit efficace, mais aussi sur l'exploitation des faiblesses des personnes. Comme exemple d'attaque par piratage psychologique, nous avons le name dropping. Donc, le name dropping ici, c'est une technique d'attaque qui consiste à utiliser le nom d'une personne connue par l'employé pour accéder à un système.
Nous avons l'usurpation. L'usurpation ici, c'est lorsque le pirate appelle un individu et lui ment dans une tentative d'accès à des données privilégiées. Nous avons le talonnage ou le tie-baiting en anglais. Donc, c'est lorsqu'un pirate suit rapidement une personne autorisée dans un endroit sécurisé. Et pour terminer, avec ces exemples, nous avons une chose pour une autre. Donc, la contrepartie. C'est lorsqu'un pirate demande des informations personnelles d'une partie en échange de quelque chose, comme un don gratuit, par exemple. Donc, nous continuons avec le décryptage du mot de passe Wi-Fi. C'est le processus d'identification du mot de passe utilisé pour protéger un réseau sans fil. Comme technique, nous avons le piratage psychologique que nous avons vu plus haut. Bien évidemment, nous avons le piratage psychologique. Donc, le pirate manipule une personne qui connaît le mot de passe pour le lui fournir. Nous avons l'attaque brutale ou le brute forcing en anglais. Le pirate tente plusieurs mots de passe possibles pour tenter de deviner le mot de passe. Comme exemple d'outils de décryptage de mots de passe, on a Offcraft, Lovecraft, TH Hydrate et Medusa. Donc vous pouvez faire des recherches afin de voir comment ces outils de décryptage de mots de passe fonctionnent. Écoutez mieux, avec l'exemple, avec ces exemples, nous avons le reniflement du réseau. Donc le pirate ici peut utiliser cette technique pour capturer les paquets envoyés sur le réseau. Et si ces derniers ne sont pas chiffrés, vous vous en doutez bien, alors il peut récupérer le mot de passe. Donc nous allons continuer avec une autre méthode qui est l'hameçonnage. Elle se produit généralement lorsqu'un tiers malveillant envoie un email frauduleux comme provenant d'une source de confiance légitime. Donc ces emails peuvent contenir par exemple un lien contenant un malware. Et vous avez l'hameçonnage ciblé, qui est une attaque d'hameçonnage très ciblée. La différence entre ces deux attaques est que l'hameçonnage, on répertorie des mails. On répertorie des mails et puis on envoie, on n'a pas une cible précise. Or, au contraire, l'hameçonnage ciblé, on a déjà ciblé la personne ou bien l'individu qu'on veut attaquer. Et on l'envoie directement à l'email. Donc, nous continuons avec une autre méthode qui est l'exploitation des vulnérabilités. Donc, qu'est-ce que va faire le pirate ici? Le pirate va essayer d'analyser l'ordinateur pour obtenir des informations sur ces derniers. L'une des méthodes connues pour exploiter une vulnérabilité est la suivante. Nous avons la reconnaissance, le scan, l'exploitation et le post-exploitation. Et nous allons essayer de définir cela. Donc, à l'étape 1, il recueille des informations sur le système cible. Le recueil se fait de plusieurs façons différentes à l'aide d'un outil de scan de port ou du piratage psychologique. Vous avez l'exemple d'outils comme WHOIS ou Nmap. Donc, à l'étape 2, l'un des éléments d'information pertinents appris lors de l'étape 1 pourrait être le système d'exploitation, sa version et une liste de services qui sont en cours d'exécution. Et dans la troisième étape, lorsque le système d'exploitation et la version de la cible sont connus, le pirate recherche alors les vulnérabilités spécifiques connues sur cette version du système d'exploitation ou sur d'autres services du système d'exploitation. Et pour terminer, lorsque la vulnérabilité est détectée, l'agresseur bien évidemment cherche à utiliser un exploit déjà écrit. Donc nous allons continuer avec les menaces persistantes avancées, qui est l'une des méthodes d'infiltration les plus complexes, car un seul pirate ne dispose pas souvent de l'ensemble des compétences, des ressources ou même de la persévérance pour mener à bien cette attaque. Donc elle consiste en un fonctionnement furtif et avancé, à plusieurs stades et à long terme, contre une cible spécifique. Et elle vise généralement
les entreprises et les nations pour des raisons commerciales ou politiques. Nous y reviendrons bien en détail et plus en détail dans la formation hacking pour débutants afin d'expliquer ces termes-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et à activer la cloche de notification parce que c'est très important, activer la touche de notification. Donc, nous allons terminer cette vidéo avec 3 autres types d'attaques à ne pas surtout négliger. Les attaques DDoS. De sa signification déni de service en français ou denial of service en anglais, elle représente un type d'attaque réseau. Elle se traduit par un type d'interruption de service du réseau sur les utilisateurs, les périphériques ou les applications. Donc, il existe 2 types majeurs d'attaques par déni de service. La quantité encombrante de trafic, elle se produit lorsqu'un réseau, un autre ou une application reçoit une énorme quantité de données à un rythme qui ne peut pas être géré. Et vous avez les paquets formatés de manière malveillante. Cela se produit lorsqu'un paquet formaté de manière malveillante est envoyé à un autre ou à l'application et le destinataire est incapable de le traiter. Donc, ces types d'attaques peuvent entraîner une perte importante de temps et d'argent. Et il faut également noter que ces types d'attaques sont relativement simples à effectuer, même par un pirate non qualifié. Vous avez par exemple, si on veut prendre la quantité encombrante de trafic, par exemple, vous avez sur Windows la commande ping suivie de l'option -t et l'adresse de la cible, où vous pouvez envoyer une énorme quantité de ping jusqu'à ce que la cible soit indisponible. Et vous avez aussi sur Linux la commande ping avec l'option -c où vous précisez un nombre de ping que vous voulez envoyer à votre cible. Donc vous voyez qu'elle est bien évidemment simple à mettre en place. Donc nous avons les attaques DDoS ici. Elle est similaire à une attaque DOS, à la différence qu'elle provient de sources multiples et coordonnées. Donc nous allons continuer avec l'empoisonnement par SOE. L'optimisation pour les moteurs de recherche ou SOE. Donc c'est un ensemble de techniques utilisées pour améliorer le classement d'un site web par un moteur de recherche. Et pour terminer, nous avons les attaques mixtes. Les attaques mixtes sont des attaques qui utilisent plusieurs techniques pour compromettre une cible. En utilisant plusieurs techniques d'attaque différentes simultanées, le pirate dispose d'un malware qui représente un mélange de vers, de cheval de Troie, de logiciels espions, de pourriels et de plans d'hameçonnage. Cette tendance des attaques mixtes est révélatrice de malware plus complexes et met les données des utilisateurs en grand danger. Comme exemple d'attaques mixtes, nous avons Nimda, CodeRed, Bugbear, Clays et Slammer. Donc, il existe bien d'autres types d'attaques mixtes. Eh bien, ceci achève le contenu de cette vidéo dans laquelle nous avons essayé de définir les malwares et de donner ses objectifs, de donner quelques symptômes liés au malware et de présenter les types de malware. Et puis nous avons parlé des méthodes d'infiltration. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut réduire l'impact d'attaque dans votre système d'information et être vigilant. Car, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, vous pouvez avoir un système à 100% sécurisé. D'ailleurs, un système à 100% sécurisé n'existe pas en termes en cybersécurité. Quelles que soient les mesures que vous allez mettre pour sécuriser votre système, il existe toujours un risque que cela soit infecté.
Donc, un système à 100% sécurisé n'existe pas. Et notez que le risque zéro n'existe pas en cybersécurité. J'essaie toujours de le rappeler dans chacune de mes vidéos. Donc, la vigilance est l'un des moyens pour pallier à cela. Donc, la question de fin ici est: de quelle façon les zombies sont-ils utilisés dans les attaques contre la sécurité? Donc là, vous avez 4 réponses. En A, ils sondent un groupe de machines pour trouver des ports afin de déterminer quels services sont en fonctionnement. En B, il s'agit de segmenter le code créé de façon malveillante pour remplacer des applications légitimes. En C, ce sont des ordinateurs infectés qui effectuent une attaque par déni de service ou DDoS. Et D, ils ciblent des personnes précises pour obtenir des informations d'entreprise ou des informations personnelles. Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, elle vous permet juste de voir si vous avez compris le contenu que j'ai proposé. Si la vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose de cette vidéo, n'hésite pas à liker pour le référencement de la vidéo, à vérifier si tu es déjà abonné et que tu as activé la cloche de notification car elle est très importante, et surtout partager sur tous vos réseaux sociaux afin de soutenir la chaîne. Donc je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.